est-ce qu'eux-mêmes font partie de ces organisations. En tout cas, je trouve ça très, très intéressant. D'ailleurs, à propos de magie, on a bien évidemment le film Insaisissable, donc il y a le 1, le 2 notamment. Ce film parle d'une équipe de magiciens, en fait, qui décident de faire des tours de magie, notamment, entre autres pour braquer une banque, etc. Enfin, peu importe l'histoire du film, mais tout ce qu'il y a autour et tout ce qui est symbolisé dedans est très intéressant. Donc notamment ils ont des cartes de magie où il y a l'œil qui voit tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi, je sais plus si c'est dans le 1 ou dans le 2, à un moment, on a des lumières qui cadrent dans le ciel et on voit aussi l'œil qui voit tout. Et on a aussi ce fait extrêmement intéressant que le scénario est de Ed Solomon et Boaz Yakin. Moi je trouve ça très intéressant parce que d'une part ça peut être des pseudonymes, hein. À Hollywood il y a beaucoup de pseudonymes, et Solomon et Boaz Yakin, c'est très intéressant quand vous voyez ça dans les crédits parce que ça fait référence à la symbolique maçonnique. Hein. Solomon, ça fait référence au temple de Salomon, et Boaz Yakin sont les deux colonnes qui se situent dans les temples maçonniques. La colonne B et la colonne J ou Y. Boaz et Yakin, qui font référence aussi à l'entrée du temple de Salomon. Donc, pour moi, c'est très 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 révélateur que, comme par hasard dans ce film, on est à la fois le delta lumineux, l'œil qui voit tout, un peu de magie, et puis ces termes de Solomon, Boaz et Yakin. Donc, je vais pas forcément vous lire le synopsis parce que ça n'a pas grand chose à voir, mais toute la symbolique est Illuminati. Ah oui, et notamment aussi le terme de cavalier. Et à un moment, on a Morgan Freeman qui appelle les cavaliers du monde entier à se réunir pour œuvrer, enfin je sais plus, mais il faut vraiment lire entre les lignes. Et ce qui est très intéressant, c'est que Adam Weishaupt, qui était le dirigeant des Illuminés de Bavière, parlait de cavaliers lorsqu'il voulait recruter des adeptes. Donc voilà, il y a plein de choses intéressantes dans ce film. Vous avez aussi le film La Fraternité ou la Mort, donc en anglais The Brotherhood of the Bell, que je vous ai mis sur ma chaîne, parce qu'il fait partie du domaine public. Il était très peu, il n'était même pas réimprimé en DVD, il est très dur à trouver. Et je vous ai même fait les sous-titres moi-même sur cette chaîne, donc je vous invite à le regarder. Donc voici le résumé. 22 ans après avoir été initié dans la société secrète connue sous le nom de Fraternité du Clocher, ou le Clocher, le professeur Andy Patterson, Glenford, est convoqué pour parrainer une nouvelle recrue, Philip Everest Dunning, Robert Pine. L'initiation a lieu dans la chambre secrète du clocher, située dans la maison de la fraternité Beta Epsilon Lambda de l'université Saint George à San Francisco, au lever du jour. Patterson est reçu froidement par le surveillant des lieux, Weber, qui le conduit vers la bibliothèque pour retrouver son propre initiateur, Chad Harmon, Dean Yeager, de San Francisco, membre depuis 40 ans. L'initiation a lieu précisément devant un clocher géant, au centre des pointes d'un compas dessinées sur le sol. Philip Dunning a étudié des articles et lettres donnés par la fraternité durant toute la nuit. Il reçoit ensuite pour instruction de les remettre à Harmon pour être détruits. Il jure le secret et rejoint sa place à l'est du compas pendant que Aaron se met au sud, Patterson à l'ouest et enfin Weber au nord. Les 4 hommes récitent le sermon de loyauté secret qui se termine par le tintement de la cloche. En quittant les lieux, Chad Harmon donne à Patterson une carte de visite avec une adresse à rejoindre avant de voler pour Los Angeles. Dans une conversation avec son nouvel initié, il insiste sur le fait qu'il fait désormais partie, non d'un simple club, mais de l'establishment. Lorsqu'il arrive à l'adresse de la carte, il trouve une maison inhabitée dont les meubles sont couverts de poussière. Un grand homme grisonnant lui demande la carte et lui remet en échange 2 enveloppes. L'une contient des instructions et l'autre le matériel pour les réaliser. On lui ordonne de n'ouvrir les enveloppes qu'1 heure après avoir quitté les lieux. Chad Harmon dîne dans son bureau lorsque Patterson surgit. Lorsqu'ils sont seuls, Patterson lui parle alors de sa mission. Un collègue, le docteur Konstantin Horváth, doit être empêché de prendre le poste de doyen du département de linguistique d'une faculté de l'Est des États-Unis. Le matériel consiste en un dossier rempli de photos et CV d'hommes et de femmes originaires d'une nation communiste qui ont aidé Horváth à passer à l'Ouest. Patterson a reçu l'instruction de les envoyer à leur ambassade si Horváth refuse de céder. Cependant, Horváth est un ami proche de Patterson et de sa femme. Harmon doit calmer Patterson et lui conseille de jouer sur ses sentiments pour éviter de devoir recourir au chantage direct. Patterson accepte bon gré mal gré et va voir Horváth avant une conférence du soir. Le docteur Horváth refuse de céder,
Aussi, Patterson lui montre le dossier, ce qui le terrifie et le pousse à retourner chez lui pour se donner la mort. Monsieur et Madame Vivian Patterson, Rosemary Forsyth, sont plus tard réveillés par la police qui enquête sur le suicide du docteur. Quand la police s'en va, Patterson révèle tout à sa femme. Elle lui suggère de demander conseil à son père, Harry Masters, Maurice Evans. Ces deux derniers rencontrent un certain Thaddeus Burns, supposé être un agent des Federal Security Services. Ils se rencontrent dans un bureau. Patterson remet le dossier à Burns sur son insistance. Constatant que ces événements restent sans suite, Patterson retourne au bureau. Un agent nommé Shepard, Dabney Coleman, l'informe à son grand étonnement qu'il n'existe aucun agent Burns ni aucune référence au dossier. Harry Masters, contacté par Shepard, nie l'existence de l'entretien et explique que Patterson fait une dépression et a besoin d'un psychiatre. Enfin, lorsque Patterson se rend chez Harry Masters, son beau-père, il le trouve justement avec un psychiatre. Il s'en va en remarquant « Vous êtes un satané menteur, Harry ». Patterson découvre par la suite que le département d'économie de son université doit être fermé par le doyen, le professeur Jerry Fielder, William Smithers, pour insuffisance de fonds. Il est en outre mis sur liste noire et ne peut plus travailler comme enseignant. Par la suite, sa femme Viviane le quitte et il réalise que tout ce que la vie lui a donné était en fait lié à son adhésion à la fraternité. Patterson donne une conférence de presse et révèle l'existence de la fraternité et de son contrat sur Horvathy. Chad Harmon nie tout et la police abandonne l'enquête faute de preuves. Le père d'Andrew, Mike Patterson, ingénieur des travaux publics, est ruiné par un contrôle fiscal et meurt d'un accident cérébral à la suite d'une confrontation avec Harry Masters. Patterson entame alors une croisade contre la fraternité. Il se présente à un talk show présenté par Bart Harris. Quand Patterson parle de complot, deux participants un peu excentriques racontent des versions ridicules du même complot. Harris humilie Patterson, l'accusant de faire partie des illuminés connus pour voir des complots partout. Patterson agresse alors Harris et est conduit en prison. Son salut vient étonnamment d'un ami, le professeur Fielder, qui le fait libérer et l'emmène chez lui. Il suggère à Patterson de trouver un autre frère qui pourrait l'aider. Patterson ne pense qu'à une seule personne, le novice qu'il a initié lui-même, Philip Dunning. Il part alors à San Francisco et rencontre son novice dans le dortoir très tôt le matin. Sentant qu'il a échoué, il repart à l'aéroport déçu, mais dans un couloir, il entend des pas derrière lui. C'est Dunning qui le rejoint pour retourner à Los Angeles et l'aider comme l'avait suggéré le professeur Fielder. Vous avez aussi le film Complot, en anglais Conspiracy Theory, de Richard Donner, est sorti en 1997. Alors ce film, très intéressant, il parle pas spécifiquement des Illuminati. En fait, il parle de plusieurs complots, à la fois ceux de la CIA, à la fois ceux du complexe militaro-industriel, mais aussi de la trilatérale. Et il nous parle surtout du projet MKUltra. Alors, il faut être très attentif dans ce film parce que vous avez des références dans pas mal de plans, en arrière-plan. À un moment, le héros, donc qui est joué par Mel Gibson, il est chez lui et juste derrière, on voit une affiche de la trilatérale. Je sais plus si c'est la trilatérale ou Bilderberg, mais il y a plein de références dans le film. Donc, il y a Mel Gibson et Julia Roberts qui jouent notamment. Et je vais vous lire le synopsis. Jerry Fletcher est un chauffeur de taxi paranoïaque, fervent adepte de la théorie du complot. Convaincu que de nombreux complots, notamment contre le président des États-Unis, se trament, il passe ses journées à faire part de ses théories à ses clients, ainsi qu'à Alice Sutton, assistante du procureur. Alice, dont Jerry est secrètement amoureux, l'écoute patiemment, mais sans le prendre au sérieux. Un jour, Jerry se fait enlever par des membres d'une mystérieuse organisation. Ces derniers le torturent pour lui faire avouer qui est au courant, ce qui laisse à penser que l'une des théories de complot qu'il a évoquées à ses clients ou à Alice est juste. Or, Jerry ne sait pas de quel complot en particulier il parle, et la question va être de savoir lequel. Jerry parvient bientôt à leur échapper. Poursuivi par différentes branches des services secrets, il va essayer de convaincre Alice qu'un complot se trame. Alice va progressivement se laisser convaincre du fait que les craintes de Jerry ne sont pas totalement infondées et va l'aider à échapper à ses poursuivants. Elle se méfie en particulier de l'un d'entre eux, le docteur Jonas. Lors de leur cavale, Jerry offre un badge à Alice. Par la suite, Alice découvre que dans le cadre du projet MKUltra, Jerry a servi de cobaye lors d'expériences menées par la CIA, visant à manipuler l'esprit des individus et à en faire des meurtriers. Le docteur Jonas était l'un des médecins pratiquant ces expériences. Jerry avait été programmé pour tuer le père d'Alice, qui était juge, mais il n'avait pu se résoudre à le faire, car il était tombé amoureux d'elle. Un autre homme a donc été chargé de tuer le père d'Alice à sa place. Il s'avère également que Jerry est au centre d'une lutte entre deux branches différentes des services secrets, et que ceux qui le poursuivent ne le font pas tous,
Pour les mêmes raisons, Jonas et ses complices le recherchent parce qu'il était leur cobaye et parce qu'ils veulent le récupérer, tandis que des agents tels que Lowry se servent de Jerry comme d'un appât pour retrouver Jonas et le mettre hors d'état de nuire. Alice tombe par la suite amoureuse de Jerry. Elle finit par abattre Jonas après que celui-ci a tiré plusieurs balles sur Jerry, qui est laissé pour mort. En réalité, Jerry a été sauvé de justesse, mais l'organisation pour laquelle travaille Lowry fait croire à son décès, afin que la vie d'Alice ne soit pas mise en danger. Alice comprend que Jerry est vivant lorsqu'elle trouve, accroché à la selle de son cheval, le badge qu'il lui avait offert auparavant. Alors, vous avez aussi la série de TV Joseph Balsamo, créée par Pierre Nivolet, d'après le roman d'Alexandre Dumas. Donc voici le synopsis. Adapté d'un roman d'Alexandre Dumas, cette mini-série met en scène Joseph Balsamo, un sorcier d'origine italienne. Dans cette fiction, qui se déroule sous le règne de Louis XV, ce personnage est chargé par les plus grandes sociétés occultes européennes de renverser la monarchie française. Alors, cette série, dans laquelle il y a notamment Jean Marais, elle est très proche dans ce qui est dit du roman de Giacometti et Raven, qui s'appelle Les Illuminati, et qui nous raconte l'existence d'une secte très puissante qui se trouvait en arrière-plan de la Révolution française. Donc série très intéressante pour ça. Vous avez le film Assassin's Creed, tiré de l'univers du jeu vidéo. Donc voici le résumé. Callum Lynch est un descendant d'une société secrète, les Assassins. Il est censé être déclaré mort après sa condamnation à la peine capitale par injection létale. Toutefois, il est récupéré par une société du nom de Abstergo Industries, afin que sa mémoire génétique soit exploitée pour retrouver la pomme, un fragment d'Éden qui, selon le docteur Sophia Rekin, permettra de briser le cycle de violence de l'humanité. C'est ainsi que Callum Lynch découvre son ancêtre, le maître assassin Aguilar de Nera, durant la période de l'Inquisition espagnole. Il acquiert par la même occasion des compétences qui lui serviront à affronter dans le présent l'ordre des Templiers. Donc, comme je viens de vous lire, ce film ne parle pas spécifiquement des Illuminati, mais plutôt de Templiers et d'assassins. Vous avez le film L'Agence, dont je vous ai souvent parlé aussi, réalisé par George Nolfi, dans lequel il y a notamment Matt Damon et Emily Blunt. Alors voici le synopsis. Issu d'un quartier populaire et réputé pour sa spontanéité, David Norris est, malgré son jeune âge, favori aux élections sénatoriales de New York. Cependant, une photo où il montre ses fesses au cours d'une soirée d'anciens élèves est publiée dans un journal, ce qui lui coûte la victoire. Alors qu'il s'apprête à prononcer son discours de défaite, il rencontre Élise Sellas, jeune femme avec qui il échange quelques mots et un baiser furtif, avant qu'elle ne s'enfuit précipitamment. Le hasard fait que David retrouve Élise dans un bus qu'il n'aurait jamais dû prendre. En effet, selon son plan, une mystérieuse agence avait pour mission de le faire arriver en retard à son travail. Harry Mitchell, un agent de l'agence, aurait dû faire en sorte que David renverse son café en sortant de chez lui, pour l'obliger à remonter, se changer. Arrivé à son travail, ses collègues sont figés comme des statues, et il surprend des membres de l'agence en train de manipuler un de ses amis. Il prend peur et s'enfuit, mais est capturé. Un agent lui apprend alors qu'il existe une agence chargée d'effectuer des ajustements pour que tout se déroule selon un plan écrit par le grand patron. Il lui interdit de révéler l'existence de cette agence, sous peine de se retrouver avec le cerveau effacé. Enfin, l'agent détruit le papier où est noté le numéro de téléphone d'Élise. Une relation entre David et Élise sera en contradiction avec le plan. David se retrouve sans moyen de la contacter. 3 années plus tard, David reconnaît fortuitement Élise dans la rue. Ils vont déjeuner ensemble. L'agence est rapidement au courant, les agents interviennent pour qu'ils se séparent au plus tôt. David, apercevant des agents, se rend compte qu'elle est à l'œuvre. Il fait tout pour revoir Élise, et les agents échouent à l'en empêcher. David et Élise entament une relation amoureuse. Pour le convaincre de mettre un terme à cette relation, un agent lui révèle de plus amples détails sur le futur. S'il continue la relation, il ne deviendra pas un très grand homme politique, et Élise ne deviendra pas une des plus grandes chorégraphes du monde. Cette dernière prédiction décide David à abandonner la relation naissante. 11 mois plus tard, David apprend qu'Élise va se marier. Harry réapparaît et lui révèle qu'on lui avait menti quant au destin qui les attendait.